On a toujours dit Québec-Saint-Malo, entre nous, depuis longtemps, que c'était la plus belle des courses en équipage qu'on ait jamais faite. C'est très varié, évidemment, en termes de spectacle, en termes de difficultés, le Saint-Laurent, machin, le Nord. Le départ, l'ambiance à Québec, c'est génial, l'environnement, le paysage avec ce Saint-Laurent, je trouvais ça fabuleux, quoi, les couleurs, et c'est des images magiques. Face à cette nature, il est impératif d'être humble parce qu'elle gagnera toujours de toute façon si vous vous estimez plus fort qu'elle. La légende de Québec-Saint-Malo, nous, on l'entend à travers le récit des navigateurs un petit peu plus expérimentés. C'est une course historique. C'est une course qui a vu partir tous les plus grands marins. Et puis surtout, les marins, ce qu'ils retiennent, c'est Québec, c'est le Saint-Laurent, pas tous les jours, quoi. Les marins eux-mêmes sont toujours une sorte de race à part. Il y a les vivants, les morts et les marins. Et donc l'eau fait partie, douce ou salée d'ailleurs, fait partie de mon indispensable repère tous les jours, tout le temps. Je dois regarder l'eau, je dois savoir qu'elle est là. Vous êtes face à vous-même, face à la mer, face à la puissance de la nature, mais surtout face à vous-même. C'est votre propre ennemi, c'est vous-même, bien sûr. La course au large, c'est un sport qui est exigeant. Je pense que tous ceux ici qui participent à ce genre de course le savent. C'est un impact aussi pour l'entourage, pour la famille, parce que c'est un sport qui voilà, nous occupe toute l'année. Et c'est vrai que parfois, il peut y avoir un épuisement. Parfois, on se pose des questions aussi quand on est au milieu de l'Atlantique, dans la tempête, à craindre un petit peu pour, alors, pas toujours pour sa vie, mais en tout cas pour le matériel. Il y a des moments où clairement on se demande ce qu'on fait là. Et à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui nous rappelle pourquoi on fait ça. Ça peut être croiser une baleine, ça peut être croiser quelqu'un qui est inspiré par ce qu'on fait. Et non, il n'y a jamais de regret, on a toujours envie d'y retourner. La vie en mer, elle est quand même très particulière. C'est quand même un monde à part, ou un monde assez hostile. Cet environnement-là nous oblige à être dans un état d'esprit qui est extrêmement particulier, qui nous demande à être très très ouvert, très à l'écoute de notre environnement, du bateau, mais aussi de ce qui se passe à l'extérieur. On se doit d'être super humble. Et tant qu'on n'est pas dans une situation comme ça, on imagine qu'on n'est pas capable de le faire. C'est pour ça que les gens d'ailleurs qui nous voient, ils disent vous êtes fous de faire ça. Mais en fait on n'est pas fous, je pense qu'on met beaucoup de personnes dans la même situation. De toute façon ils le feraient parce qu'il n'y a pas de choix, quoi. On ne peut pas dire j'en ai marre, je rentre à l'hôtel le soir quand on est en pleine mer. Donc, on est obligé d'affronter les trucs et on ne peut pas se dire stop comme ça, quoi.
J'ai toujours grandi loin de la mer. Donc moi, la voile, j'ai découvert pendant mes vacances l'été en Bretagne, ici. Et j'ai rêvé depuis que je suis tout jeune, en fait, un jour de devenir navigateur. Et moi, c'est le cas, mais que depuis 2 ans, en fait. Il y a 2 ans, moi, j'ai travaillé à Paris en costume cravate sur les Champs-Élysées. Et j'ai décidé de changer de vie il y a 2 ans pour poursuivre mon rêve de quand j'étais jeune. Et bah ma foi, c'est génial. Je voulais savoir comment allaient nos experts en optimisation fiscale ce matin. Alors, c'était pas vraiment ça dont on était en train de parler. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment fait le point là-dessus depuis le début. Kevin était en train de me chanter son amour pour ce genre de conditions. Et bah je sais pas si tu vas être très réceptif. Beau ciel d'Alizé, avec des petits nuages. Pour l'instant petits, mais plus ça va, plus ils vont grossir et ça va devenir des grains avec lesquels il va falloir jouer à l'approche des Antilles. Et pour l'instant, tout va bien. À bord de Café Joyeux. Petit tour à l'intérieur. Léo vient de se mettre sa sieste. Ça va Léo? Ouais. T'es en forme? Ah mon lit. C'est sûr que c'est un sport qui a une part de risque, que ce soit en solitaire, en double ou en équipage. En fait, à partir du moment où si jamais on tombe à l'eau et qu'on n'est pas accroché au bateau, c'est tout de suite assez chaud, quoi. Et on peut mettre nos vies en danger. Et donc on veut surtout pas en arriver là. Donc on fait tout pour minimiser ces risques-là, ou les risques pour nous. Après, il y a des risques liés au matériel, c'est-à-dire que forcément c'est un sport mécanique, donc il y a des choses qui peuvent casser, des voiles qui se déchirent, des mâts qui peuvent casser, des quilles qui peuvent se désolidariser des bateaux. Il y a aussi des trucs dans l'eau, donc il peut y avoir des troncs d'arbres, des baleines, des containers, donc en fait il y a du risque partout. Voilà, on a une déchirure qui part du point d'écoute, Yes. qui remonte au milieu du spi sur 7 mètres à peu près. Donc, Ouais, le spi il fait quelle taille juste? le spi il fait quelle taille? Je sais pas, il fait 180 mètres carrés, mais en taille je sais pas. En gros c'est une déchirure sur 1/3 de la longueur du spi à peu près. Ok. Et du coup tu t'y prends comment? Et du coup on a commencé à recoudre, à recoller les deux parties entre elles avec un fil. Et puis ensuite on viendra coller du tissu de voile avec de la colle pour du tissu insignia pour coller tout ça quoi, et refaire quelque chose de solide. Tout petit, il y avait un trou de 7 mètres, il reste un trou de 40 cm. Ah non, il y en a un autre. Il reste un trou d'1 mètre aussi ici. Cool aussi. Donc t'as fait quoi du coup? T'as fait couture sur une partie et double face sur l'autre? Couture sur une partie et coller en effet sur le reste. Et puis après, dans tous les cas, il y aura des bandes de tissu à voile qui seront collées par-dessus tout. Voilà. Je me sens bien à l'aise dans cette vie. Après, j'ai la peur faire à cette intensité tout le temps. Ça va pour quelques mois, mais pas pour toute l'année. Non, c'est pas possible.
C'est une bonne question. Pourquoi je vais pas raconter de tout et dire ah oui, les mers, l'aventure, les courses. Après, quand j'arrive vraiment à me poser à moi-même la question, c'est dur de trouver une vraie réponse. En tous les cas, c'est le truc que je sens et j'ai envie de faire à ce moment. C'est un fort appel à l'aventure. C'est ma 9e année, ça fait 9 ans que je fais ça. J'ai su rencontrer les bonnes personnes, j'ai rencontré Lalou Rouquayrol en 2019, qui m'a vraiment permis de passer à un step supérieur, donc à passer en classe 40. Et depuis, effectivement, j'ai la chance d'être épaulé par l'écurie Neosailing Technologies et ça me permet de vivre ma passion, de vivre de ma passion et de porter un message fort aussi qu'est l'alternance, l'apprentissage, avec des jolies valeurs, des jolies couleurs et des partenaires vraiment top. Ouais, bah écoute, bien secoué, la machine à laver, feu de 4,50 m, déferlante, des bateaux qui plantent dans les vagues. On a rempli le cockpit, on a rempli le bateau aussi. On a plein les bottes aussi. C'est cool quoi. Voilà, c'est ambiance sous-marine à bord de Captain Alternance. Et dans le thème à bord de Captain Alternance, donc moi devant, Marie Galante, qu'on va apercevoir tout à l'heure. Les conditions s'améliorent. On a passé le gros de la tempête. Le vent a molli, la mer a beaucoup molli aussi, la bande grosse. Voilà, et 4e au classement. Il s'approche, on lâche rien. Thomas et Lomanox sont à la manette. Le soleil est revenu, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Il y a quand même des gros talus encore derrière. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Allez, bonne journée. Bonjour à tous, à bord de Vogue avec un Krone. On est 14e jour de course sur cette Niji 40. Vogue avec un Krone en 3e position. Et puis il nous reste à peu près un peu plus de 48 heures de navigation jusqu'à Marie-Galante. Et là l'enjeu du moment c'est d'essayer de retrouver un petit peu de vent. Parce que comme vous voyez derrière moi, c'est tout plat. Et alors certes il fait beau mais on n'avance pas très vite. Et nos petits copains et de devant et de derrière, eux, continuent de bien cravacher. Donc voilà, on essaie de bien rester concentré jusqu'au bout et puis de tout faire pour sauver cette belle 3e place. Donc, par rapport à la Niji 40, la Québec-Saint-Malo, c'est vraiment un autre format. C'est une course voilà, qu'on va vraiment préparer de façon différente. Ça, la Niji 40, c'est un format, je dirais, un peu plus classique pour nous, puisque c'est une traversée de l'Atlantique de l'Europe vers les Antilles, avec des vents globalement portants, et en tout cas des systèmes météo qu'on connaît bien. Pour cette Transat Québec-Saint-Malo, ça va vraiment nous demander un travail particulier sur la préparation météorologique, sur la préparation stratégique aussi, avec toute cette partie dans le Saint-Laurent qu'on ne connaît pas bien. Et puis aussi, on a hâte d'être à Québec, de pouvoir partager notre projet avec les Québécois et puis pour pouvoir partager notre passion. Alors moi j'ai été diagnostiqué de cette maladie digestive à l'âge de 16 ans et une maladie qui touche l'intimité, le système digestif. J'ai eu beaucoup de mal à parler de ma maladie et finalement c'est le jour où j'ai décidé de lancer ce projet sportif, ce projet de course au large, que j'ai commencé à parler de ma maladie. Et aujourd'hui je pense que j'ai jamais été aussi heureux que depuis que je parle tous les jours quasiment de ma maladie à travers un rêve d'enfant qui est de faire de la course au large. Et donc clairement ça a forgé ma vie et aujourd'hui je suis très heureux.
a deux manières d'aborder la voile qui sont très complémentaires, c'est découvrir et régater. Et aller plus vite que l'autre, ou plus vite que soi-même déjà, parfois, pour les records. Et très vite, on est attiré par la régate. Québec-Saint-Malo, entre c'est vraiment superbe. C'est vraiment intense, le parcours est passionnant, la période est parfaite. Et j'ai eu la chance donc d'en faire, je ne sais plus, 2 ou 3 ou 4 fois peut-être, il me semble, Québec, je ne me souviens plus. Mais dont la première fois surtout. En 84, c'était la grande époque des grands catamarans immenses, très grands, pas très vite par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais en tout cas très grands. Les Fleury-Michon, Royal et autres, machin, c'était un peu la... Mais ça nous avait tous fascinés de découvrir Québec, de découvrir le Saint-Laurent, la Gaspésie, Percé, le Frontenac. La première nuit dans le Saint-Laurent, c'est chaud. On slalom un peu partout à grande vitesse, pas toujours très vite parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de vent, enfin, c'est arrivé. Je trouve génial cette course pour plusieurs raisons, parce que déjà le départ, l'ambiance à Québec, c'est génial, l'environnement, le paysage avec ce Saint-Laurent, je trouvais ça fabuleux, quoi, les couleurs. Et c'est un endroit où on a envie d'y retourner, pas en course, quoi, en fait, pas un peu de temps de passer. Et l'arrivée, elle se fait en plus à Saint-Malo en été. En France, il n'y a pas beaucoup d'arrivées en fait en France. Et c'est vrai, même après la course, on a quand même les yeux rivés sur le paysage qu'il y a autour. Il n'y a pas beaucoup de courses où on fait déjà autant de courses côtières, puisqu'on fait quand même bien 2 jours, 48 heures où on est à vue des côtes. Et en plus, c'est super beau à voir, donc c'est des images magiques. C'est une course de légende, presque mythique, j'ai l'impression. La plupart des gens à qui je parle qui l'ont faite m'ont dit que c'était la plus belle course qu'ils aient jamais faite, en tout cas celle qui a laissé le plus de souvenirs. Donc c'est assez impressionnant et effectivement on se dit qu'on va vivre un moment fort sur cette course qui revient en plus après 8 ans d'absence. Moi j'ai toujours un peu d'appréhension avant de partir en mer, notamment en solitaire et en course. Donc oui, c'est pas de la peur, mais je suis concentré et je me dis que c'est un gros morceau et qu'il va falloir aborder ça en conséquence. Ouais, il y a des appréhensions parce que je le connais pas ce fleuve. Hein. Donc j'ai essayé de me renseigner un petit peu, je vais continuer là d'ici le départ, je vais essayer de profiter du convoyage aussi pour prendre des informations. J'ai commencé à bien analyser les cartes de courant et autres, mais je ne sais pas si les données sont valables. Je vais aller profiter de la remontée du Saint-Laurent pour regarder toutes ces données, là, voir si elles ont du sens, de la fiabilité. Pour moi, c'est la première fois que je traverse l'Atlantique dans l'autre sens. Et en plus, il y a cette remontée du Saint-Laurent qui, quand même, sur le papier, fait un peu peur. Donc on va essayer de la préparer au mieux pour pas se faire piéger, comme ça a pu arriver, je crois, sur les éditions précédentes. Donc voilà, ça va être une transat unique. La première pour moi en équipage, on sera 3 à bord. Il y a une forme d'anxiété. Hein. Moi, lors de ma première mi-transat, je m'étais retourné, le bateau s'était rempli d'eau et était resté à l'envers. C'est la première fois que je traversais en solitaire. Ma femme était enceinte. Donc ça, c'est quand même un événement qui nous a pas mal marqué. Et moi, j'ai tout le temps un peu d'appréhension, pas quand je suis en mer, mais avant de partir. Donc je pense qu'il y a ça qui est un petit peu dans les têtes, qu'il y a du risque, mais bon, il y a du risque partout. J'ai pas l'impression d'en prendre particulièrement en allant en mer, même si on sait qu'il y en a. C'est pas drôle tous les jours, loin de là. La plupart des moments passés sur l'eau en course sont mémorables, mais heureusement que l'amnésie est un sport partagé par le monde entier, parce que sinon on n'y retournerait pas. Ça reste une transat compliquée, difficile, puisque voilà, ça reste le Nord, l'Atlantique Nord. On a pour la plupart tous l'habitude de transater plutôt dans le sens, on va dire, conventionnel, d'Europe aux Antilles, par parfois le soleil en tout cas, mais par les alizés.
Là, on est vraiment dans un schéma très différent où qui peut être beaucoup plus délicat par les systèmes météo qui peuvent être un peu plus violents, par aussi des conditions aussi, des coins qu'on connaît moins, donc il faut préparer un peu plus, on va dire en termes de théorie, mais voilà, ça reste des chemins qu'on a peu l'habitude de fréquenter ou d'emprunter, et donc faut avoir une vigilance particulière. Québec-Saint-Malo, ça va être entre 10 et 15 jours de navigation pour nous. Et donc on a une très bonne idée de la météo sur les 5-6 premiers jours. Et ensuite, c'est beaucoup plus flou. Donc en fait, tous les jours, on met à jour les 5-6 prochains jours, jusqu'au moment où on arrive, quoi. Et du coup, les nouvelles prévisions météo, on les prend 2 fois par jour, tu vois. Donc 2 fois par jour, on passe bien 1 à 2 heures devant l'ordinateur pour faire les analyses et tout, quoi. Donc ça fait vraiment partie du sport. Là, on est vraiment sur la Québec-Saint-Malo. On est 3 compétiteurs qui connaissent parfaitement le classe 40, dont moi et Achille, qui avons beaucoup navigué sur ce bateau, et Jacques Boutel, avec qui j'ai déjà fait une Transat Jacques Vabre en classe 40. Je sais pas, moi j'étais gamin, j'entendais déjà parler de cette course, parce que je me souviens des grands multicoques de l'époque, des trimarans Orma et tout, des grands skippers de renom que je regardais, je pense à Michel Desjoyaux ou des gars comme ça, qui partaient en équipage faire ces courses-là, à faire je sais pas combien d'empannage pour descendre le Saint-Laurent. Après, pour croiser, oui. Pour gagner, c'est challenge. Ça va être une course de hyper haut niveau. On va avoir beaucoup de bateaux avec des marins hyper forts. Et moi, je suis un débutant dans la classe 40. C'est vraiment au début, je ne connais pas encore bien le bateau. Par contre, je sens qu'encore il y a des boulots à faire sur l'équipage et sur le bateau. Moi, j'espère arriver dans les meilleures conditions possibles. Après, nous allons partir à faire le mieux que nous pouvons faire. Nous, on aimerait bien la gagner. C'est sûr, avec Achille, on court après une victoire d'une grande course depuis 2 ans, enfin depuis 1 an et demi maintenant. On fait tout le temps placé, 2e, 3e, 4e, 1er sur l'Armen Race quand même. On en a gagné une l'année dernière, mais il nous manque la petite cerise sur le gâteau pour gagner une belle transat, quoi. Et donc voilà, ça va être l'objectif encore. On va toujours mettre la barre assez haute pour essayer de la gagner. Oui, les chances sont bonnes. À partir du moment où on prend le départ, on passe la ligne d'arrivée et qu'on a tout donné et qu'on n'a pas de regrets, le reste, ça devrait suivre. J'ai une âme de compétiteur. Voilà, on n'est pas là pour faire de la plaisance. On a des bateaux de course, des bateaux de dingue. On a la chance de skipper des bateaux qui sont super rapides. Le plateau va être énormément relevé, mais chacun a sa chance. Et donc, on va tout donner. Notre objectif sur cette Transat Québec-Saint-Malo, écoute, là sur la Niji, on avait dit top 5, on a fait 3e. Je pense qu'on rêve d'un podium sur cette belle course. Ce qui m'attire, c'est le fait de savoir que j'y retourne. C'est pas forcément d'y être, bizarrement. Le vent debout, la mer qui gronde. Face à l'océan, moi qui rêve du monde. Quand je regarde la mer au loin, à l'horizon c'est mon sang loin. Je dois y s'éborder, empanner mes espoirs.